Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV. Et comme tous les jours, on traite des sujets qui vous concernent et qui concernent notre région. Et notre dossier du jour est consacré au périscolaire et à ces témoignages de plus en plus nombreux et particulièrement inquiétants sur des situations de maltraitance dans les centres de loisirs cet été. À quelques jours de la rentrée, il est pour nous l'heure de dresser le bilan d'un nouvel été sous tension pour les centres aérés qui sont pointés du doigt par de nombreuses associations et des parents d'élèves. Beaucoup dénoncent des abus physiques, psychologiques et sexuels et des victimes toujours plus jeunes. Alors comment garantir la sécurité de nos enfants à l'école mais aussi pendant le temps périscolaire? Est-ce une question de moyens humains, financiers? On va essayer de répondre à toutes ces questions. On le fait bien sûr avec nos invités en plateau dans une minute. En culture, un œil sur la programmation du théâtre du Ranelagh, toujours aussi fidèle à ses engagements entre la valorisation d'œuvres classiques et des propositions contemporaines. Ça sera tout à l'heure dans l'entretien culture. De la consommation, enfin, et ce sujet qui concerne tous les foyers à quelques jours de la rentrée scolaire, les fournitures scolaires, et c'est toujours une somme importante pour les ménages. Alors on en parle et on fait le point avec UFC Que Choisir, ça sera en fin d'émission. De SOS Périscolaire, les témoignages sont glaçants et ils sont de plus en plus nombreux. Des faits hallucinants se sont produits, fessées, cul nu, tape derrière la tête, humiliation raciste. Un animateur a aussi été suspendu pour pédopornographie. Dans les deux cas, on l'a su par le bouche à oreille. On parle d'une école élémentaire dans le 15e arrondissement de Paris. Et ce sont des situations évidemment inacceptables qui ont été observées cet été également dans les centres de loisirs franciliens. On décrit plus ou moins toujours ces situations, des situations dont on va parler avec nos invités en plateau et en visio. Joëlle Sicamois, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directrice de la Fondation pour l'enfance. Vous êtes accompagnée en plateau de Cécile Chabot. Vous êtes professeure de français, écrivaine, auteure de Prof et maman d'une petite fille qui, je crois, a été elle également victime. Alors, c'est une grande fille maintenant, mais effectivement, ce sujet, je le connais bien, déjà parce que je suis professeure de collège dans le public depuis 26 ans. Donc j'ai vu des choses inacceptables. Voilà, dont je parlerai tout à l'heure, mais aussi parce que je suis effectivement maman d'une... Alors maintenant, c'est une grande fille, mais d'une petite fille qui a été victime de maltraitance quand elle était en maternelle et que l'éducation nationale n'a pas aidé, malgré un dossier long comme le bras. Voilà. On parlera évidemment de ce témoignage dans l'émission. J'aimerais également qu'on accueille Anne qui est présente avec nous en visio, membre de l'association SOS Périscolaire. Je parlais à l'instant de ces témoignages que vous relayez notamment sur vos réseaux sociaux. Un article également dans Le Parisien qui fait état de cette situation dramatique dans les centres de loisirs d'Île-de-France notamment. Des témoignages comme cela, Anne, c'est fréquent, c'est presque de l'ordre du quotidien. Ça devient systématique et de plus en plus lourd. Alors oui, il y a un effet boule de neige, c'est-à-dire que nous, quand on a commencé, on n'en entendait pas du tout parler, donc c'était il y a plus de presque 3 ans maintenant. Quand on a commencé à voir avec d'autres mamans à lancer des appels sur Facebook, on s'est rendu compte que nous n'étions pas les seuls, puisqu'on est 2 à avoir monté le collectif. Et effectivement, les témoignages ont commencé à fleurir. C'est là qu'on a compris que ce n'était pas localisé dans certaines écoles, mais véritablement systémique. Les problématiques, et c'est notre message le plus important, pour nous, toutes ces violences sont le fruit d'un système qui les laisse arriver, voire peut-être presque les encourage dans la mesure où rien n'est fait malgré les alertes. Joëlle Sicamois, justement, ce système qui concerne les enfants, qui concerne la petite enfance, on se demande comment c'est possible, comment de tels agissements peuvent avoir lieu dans des centres de loisirs, dans le périscolaire, à l'école. On l'a vu avec le témoignage de Cécile Chabot. Comment expliquer que malgré l'encadrement, malgré la présence de personnel formé, de telles choses puissent arriver ? Merci, oui. Alors déjà, la présence de personnel formé, ça reste encore à discuter, c'est-à-dire que tous les personnels, notamment dans le périscolaire, ne sont pas forcément formés, puisque on oblige les taux d'encadrement, certes, mais ensuite on accepte qu'il n'y ait que 50% des animateurs et animatrices qui soient effectivement formés.
Donc ça veut dire que vous pouvez avoir dans certains centres périscolaires, dans certains centres de loisirs, 50% de personnes qui ne sont absolument pas formées. Et indépendamment de la formation, pardon, je me permets d'aller un peu plus loin, et peut-être qu'ils sont inadaptés à la présence d'enfants et au fait de s'occuper de ces enfants. Alors, ils peuvent être inadaptés, et quand bien même en plus ceux qui sont formés, il faut savoir que la plupart, ils ont simplement le BAFA. Le BAFA, vous avez une toute petite formation sur ce que sont les besoins fondamentaux des enfants, le cycle de développement d'un enfant, alors même qu'il faudrait aller beaucoup plus loin dans la psychologie de l'enfance, comprendre aussi quels sont les impacts de certains agissements sur le développement des enfants. Et là, on a véritablement besoin d'avoir une politique publique qui renforce ces formations, ces séances de sensibilisation. Il y a besoin... Donc il y a un système qui est enrayé ? Indépendamment des agissements interpersonnels, évidemment, et du drame que représentent certains agissements. On pense par exemple aux violences sexuelles. Oui, le système est là, et disons que le mécanisme pour les signaler n'est pas très clair. Il peut être parfois un peu opaque, et il peut parfois s'arrêter parce qu'une personne a décidé que la plainte n'irait pas plus loin. Et donc si le parent ne va pas porter plainte au-delà du simple cadre de l'école ou du simple cadre du centre de loisirs, eh bien en fait ça s'arrête dans l'entre-soi. Donc il faut aussi former en fait tout le collectif, toute la société sur les mécanismes de signalement des maltraitances faites aux enfants. Il y a vraiment besoin en France de repenser l'enfance, de repenser l'accompagnement de l'enfance. Vous parlez des maltraitances, des agressions sexuelles, mais on peut aussi parler des violences éducatives ordinaires. Bien sûr. Qui sont beaucoup moins connues, qui vont peut-être moins alerter au départ les parents ou même tout le personnel encadrant. Qui sont peut-être aussi plus difficiles à identifier pour les parents. Alors, les parents connaissent de plus en plus ce que sont les violences éducatives ordinaires. On avait mené un baromètre qui montrait quand même que la compréhension et la connaissance de ces mécanismes étaient de plus en plus importants. Mais néanmoins, il faut se rendre compte, là, en revanche, de la méconnaissance de l'impact de ces pratiques au quotidien sur les enfants. Ça a un impact extrêmement fort. Cécile Chabot, dans le cadre de votre témoignage et de ce qui est arrivé à votre fille quand elle était encore en maternelle, vous avez justement pu expérimenter ces conséquences qui sont très lourdes sur la vie de votre fille et derrière sur son développement et sur son lien à l'école. Bah écoutez, il m'a fallu à peu près 10 ans pour l'aider à se reconstruire, à se guérir de sa méfiance de l'adulte, de ses insomnies, de ses cauchemars, de son énurésie. Voilà, ça a été une reconstruction vraiment extrêmement difficile qui a fait aussi que je me suis moins occupée d'essayer de porter plainte. J'ai monté un dossier avec d'autres parents parce que les faits de violence étaient avérés. Mais vous n'avez pas été écoutée ? Non. Non, on a eu droit à l'inspecteur d'académie, on a eu droit au recteur. Et c'est vrai qu'en tant que moi, personnel de l'éducation nationale... Vous avez été déçue ? Oui, j'étais extrêmement déçue parce que je me suis dit que finalement, ma corporation ne défendait pas les enfants. Et il est vrai que même au sein des collèges que dans lesquels j'ai pu travailler, je me suis aperçue que la violence avait aussi cours. Et donc c'est un sujet que je connais bien, que j'ai souvent observé. J'ai alerté l'année dernière, je crois, au sujet des violences au sein de l'éducation nationale. Malheureusement, j'étais invitée sur une chaîne d'information, donc évidemment certains ce que je disais était condamné d'avance par certains, et j'ai été jetée en pâture sur les réseaux sociaux. Bref, mais ça c'est pas très important. Mais ce qui m'interroge, et c'est ce que vous disiez. Ce qui m'interroge, c'est pourquoi un sujet comme ça, c'est-à-dire... ne fait pas consensus ? Voilà, c'est ça, à l'heure de la bienveillance, de l'inclusion, etc. Pourquoi tout le monde ne s'empare pas de ce sujet et du fait que, eh bien, on a envie on doit travailler, œuvrer pour que le bien-être et en tout cas la sécurité de nos enfants soit une priorité et qu'il n'y ait pas de débat, en fait. Et que, quand les faits sont avérés, le prof ne doit pas rester intouchable. Qu'on ne doit pas s'en tenir à une mutation, un pauvre blâme c'est odieux.
Enfin, moi, je peux Donc le système de sanctions dont vous parliez tout à l'heure, d'alerte aussi finalement, de signalement de ces agressions, quelles qu'elles soient, de ces formes de violence, en effet ne fonctionne pas et on le voit avec le témoignage de Cécile Chabot. Anne, j'ai une question qui concerne le périscolaire et les problématiques qui y sont inhérentes. Quelles sont les problématiques principales que vous avez pu relever au travers des différents témoignages et au travers de votre travail quotidien? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui pêche particulièrement dans ce temps qui est un temps un peu particulier, qui est rattaché à l'école et en même temps qui est un temps différent? Oui, c'est vrai qu'on peut commencer par rappeler ça. Le périscolaire ne dépend pas de l'éducation nationale. Le périscolaire dépend des mairies. À Paris, il va y avoir des organismes dédiés qui sont la DASCO et les CASP par arrondissement. En province et dans les villes d'Île-de-France, ce sont les mairies. Donc, un des problèmes, c'est... alors, en plus, moi, je suis très, très heureuse d'avoir entendu mes deux consoeurs juste avant parler parce que on est exactement sur la même longueur d'onde. La chaîne de remontée de l'information ne fonctionne pas. Quand elle fonctionne, malgré tout, la parole de l'enfant est systématiquement remise en question. Quand ce sont des enfants petits, encore plus, alors que ce sont les plus vulnérables. Et pour ce qui est du périscolaire en particulier, il y a une opacité qui rend tout ça encore plus compliqué, puisque parfois les parents ne font pas la différence entre le scolaire, éducation nationale, et le périscolaire, qui dépend donc au sein de l'école d'un rêve, responsable éducatif ville, ou en tout cas d'un responsable qui n'est parfois pas identifié. Les équipes sont très mouvantes, donc même les enfants parfois ne connaissent pas exactement les prénoms des animateurs et des animatrices, tout simplement parce qu'il y a un énorme turnover, ce qui nous amène à la problématique du recrutement, recrutement qui nous amène à la formation, qui nous amène... Enfin voilà, tout ça, c'est extrêmement lié. C'est pour ça qu'on parle d'un système et que tout ça interagit. Et au niveau du périscolaire, pour vous répondre précisément, c'est vraiment au point de départ un manque de transparence. Les équipes devraient être présentées au début d'année, ça n'est pas toujours fait. On ne sait parfois même pas à qui on a affaire quand il y a une plainte. On n'arrive même pas à retrouver un prénom, ce qui prouve vraiment qu'en plus d'une omerta généralisée, cette opacité empêche ensuite, quand bien même on voudrait que ça se passe bien, qu'on arrive à des condamnations quand la voie judiciaire est nécessaire. Vous avez parlé de ce souci de transparence et vous avez commencé à mentionner ce problème lié aux moyens humains, des moyens insuffisants qui créent aussi un système à bout de souffle et des animateurs qui sont pour certains essorés. Quelques chiffres sur les difficultés d'embauche dans le secteur. 58% des organisateurs ont rencontré des difficultés de recrutement. C'était pour l'été 2022, mais on est sur les mêmes logiques. Et 52% ont rencontré des difficultés pour la rentrée. On est finalement sur un métier qui n'attire pas, qui n'attire plus. Un secteur qui est finalement en crise, avec une crise des vocations et derrière un système qui s'essouffle aussi. Et on l'imagine pour certains, des animateurs qui sont épuisés et qui peuvent avoir des comportements qu'ils n'auraient pas eu dans un cadre qui fonctionne mieux. Est-ce qu'on peut dire ça ou est-ce que c'est faux? Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais je ne le dirai pas comme ça. Parce que c'est trouver des excuses et chercher des explications. Là, il ne faut pas aller en chercher. Ce qu'il faut remettre vraiment au centre du débat, au centre de la table, c'est quand même la formation qui est demandée aux animateurs. Aujourd'hui, il est demandé aux animateurs, au personnel qui sont dans les crèches, des formations supérieures aux animateurs qui sont dans le périscolaire pour accompagner des enfants au moment où ils rentrent à l'école. Pourquoi le moment du périscolaire devrait être moins important en termes pédagogiques, en termes éducatifs, que le processus petite enfance? Parce qu'on met en avant, avant de mettre en avant l'éducation, on met en avant le simple fait qu'il faut que les parents puissent aller travailler et donc qu'il faut que les enfants puissent être gardés. Et tant le périscolaire du soir est motivé à 88% par des contraintes justement organisationnelles. Évidemment. Les gens n'ont pas le choix. Évidemment, les gens n'ont pas le choix, tout comme le mercredi, la plupart des gens n'ont pas le choix non plus de mettre leurs enfants au centre de loisirs. Et pour autant, on a besoin de savoir qu'à ce moment-là, le niveau d'accompagnement va être à minima le respect du bien-être de l'enfant et de ses stades de développement. Je ne parle même pas d'un... Et ça, on peut s'en assurer au travers de la formation ? On peut mettre un certain nombre de garde-fous, c'est jamais du 100%. Mais en tous les cas, si vous avez des animateurs qui ne savent même pas ce que c'est qu'un enfant, qui ne connaît rien du tout de la psychologie d'un enfant, qui lui-même a peut-être été éduqué avec de la violence, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va reproduire ce qu'il a vécu. Et en plus, on est dans une société aujourd'hui où on fait énormément de raccourcis. On va vous dire que la société est de plus en plus violente. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème d'autorité auprès des enfants, donc il faut être de plus en plus autoritaire.
Et nous, ce qu'on dit, c'est le problème est pris à l'envers. On est dans une société peut-être plus violente, mais pourquoi? Parce qu'on est aussi trop violent envers les enfants. C'est-à-dire que quand vous ne cherchez à travers l'éducation des enfants qu'à les faire obéir, qu'à les soumettre à des règles, eh bien vous obtenez des enfants qui certes peuvent être obéissants, mais qui sont des bombes à retardement, qui sont des cocottes minutes d'enfants à qui on n'apprend pas à vivre en démocratie, à qui on n'apprend pas à discuter, à échanger. Et le jour où ils arrivent, en tant que citoyens... Ils sont inadaptés à la vie en société. Ils peuvent l'être, je ne fais pas de généralité, mais disons que ça peut être le cas. Donc inversons la pensée, inversons notre façon de réfléchir l'enfance. Est-ce qu'on en est même là? Est-ce qu'on en est même simplement à se dire il faut que ça se devienne un projet éducatif? Moi, j'ai l'impression qu'on est dans une situation d'urgence avec des délits, des crimes qui sont commis vis-à-vis de certains de ces enfants, des abus sexuels, c'est extrêmement grave. J'ai l'impression qu'on est presque sorti même de ce projet éducatif qui est extrêmement sain. Il serait temps d'y aller. Il serait temps d'y aller, parce qu'on n'y est pas en vérité. Donc oui, il y a l'urgence des affaires judiciaires, des cas d'enfants qui sont abusés. Mais pour y arriver, il faut construire ce projet. Mais si on veut véritablement changer notre rapport à l'enfance, donner aux enfants une place qu'ils méritent, eh bien, il faut avoir ce véritable changement, et je parle même d'une révolution sur la vision qu'on peut avoir de l'enfant dans notre société. Cécile Chabot, une réaction sur l'autorité? Non, je suis parfaitement d'accord, mais et effectivement, moi, l'excuse de on est mal payé, on est fatigué, etc., je ne peux pas l'entendre, et a fortiori avec des petits-enfants. Quand on choisit de s'occuper de petits-enfants, c'est un choix réfléchi, et ça implique de savoir gérer ses émotions. C'est la même chose que dans les EHPAD. On doit protéger des personnes qui sont vulnérables. Donc un adulte... Et donc on doit être capable d'absorber cette vulnérabilité, d'avoir un comportement adéquat avec des personnes. Moi, j'ai envie de vous dire, qui en ont besoin. Si vous avez des problèmes chez vous, restez chez vous. Mais c'est vraiment important. Comment dire ? Moi, je pars du principe qu'un professeur, dans sa classe, il a tous les pouvoirs, mais il a le devoir d'être exemplaire, d'être un exemple. Et à ce titre, il ne doit jamais humilier. Alors, quand j'entends là, toutes ces horreurs infligées aux enfants, c'est pas une découverte, c'est pas une découverte, parce que je vous dis, là, on parle du périscolaire, mais il y a des listes inénarrables au collège. Alors, ça se fait différemment. C'est des humiliations, c'est des insultes racistes, c'est des gestes violents. Et alors, là, c'est encore différent. C'est-à-dire que les gamins vont répondre par la violence, par l'insolence, etc. Mais il y a tout un mécanisme, toute une violence qui se met en place entre les adultes et les enfants. Mais enfin, est-ce que c'est normal de fonctionner comme ça? Non. Donc c'est tout le fonctionnement qui est à repenser. Mais tout est à repenser. Vous rejoignez sur ce point également. J'aimerais quand même qu'on s'arrête sur la question de la rémunération. Vous dites, même si on est mal payé et même si c'est très difficile et qu'on est fatigué... Évidemment, je sais très bien qu'il y a un manque de moyens, c'est un projet... être prof, c'est pas un métier qui est reconnu. Est-ce qu'on ne peut pas revaloriser aussi ces métiers, revaloriser ces salaires? 96% du personnel parisien n'est pas satisfait de sa rémunération. On connaît le coût de la vie à Paris. On sait que c'est extrêmement difficile de se loger, de se déplacer. Je suis entièrement d'accord. Alors là, mais vraiment, je ne vais pas vous dire le contraire. Moi, si on peut m'augmenter, je dis oui demain. Néanmoins, ça fait 26 ans que je travaille. J'ai travaillé en ZEP rural, j'ai travaillé en ZEP urbaine, j'ai travaillé dans des zones violences. Et depuis que je travaille, j'ai toujours entendu ça. Donc à un moment, malheureusement... Il y a cette constante, évidemment, de la rémunération et de cette nécessité de revaloriser ces métiers. Mais la violence est là et elle continue. Et puis il y a plein de choses. Mais enfin, effectivement, moi je rejoins aussi madame. Quand on voit la société dans laquelle on évolue, quand on voit la violence des politiques, moi je vous dis, il faut être exemplaire. Quand on est un adulte, il faut être exemplaire. Et on est dans une société qui dysfonctionne totalement. Et donc tout est à revoir. Un mot peut-être sur la rémunération. Oui, alors au-delà de la rémunération, c'est sur les conditions de travail. Les conditions et peut-être aussi la reconnaissance qu'on a de ces métiers-là, notamment les métiers de périscolaire, les animateurs, les animatrices, qui ont aussi des horaires, il faut le savoir, qui sont tronqués, c'est-à-dire que c'est pas des journées continues en plus, donc c'est pas simple de trouver des personnes qui sont compatibles aussi avec ces organisations-là de travail. Le niveau de salaire effectivement est assez faible, en plus en région parisienne, où là évidemment, on le connaît bien, le niveau de vie est bien plus élevé que dans les autres territoires. Donc oui, il y a un enjeu là-dessus. Mais
reconnaissons aussi, et ça rejoint les professeurs, les animateurs en périscolaire, le rôle fondamental de tout le personnel qui travaille au quotidien avec les enfants. Et là aussi, hein, je veux dire, on a tous collectivement un vrai rôle à jouer là-dessus. Hein, c'est-à-dire qu'on soit reconnaissant et ne pas simplement attendre qu'on garde votre enfant. Attendons... Et ça doit se manifester comment ? Bon, j'imagine, du respect tout simple, de la politesse. Ça, c'est des règles de vie de toute notre société entière. C'est-à-dire que pas plus dans le périscolaire ou avec les professeurs qu'avec votre voisin ou n'importe qui. Aujourd'hui, on n'est pas dans ces conditions de respect. Elles ne sont pas appliquées. Non, je n'ai pas de jugement par rapport à ça. Je ne saurais pas dire, j'ai aucun chiffre, je n'en sais rien du tout. On peut quand même constater, moi je parle toujours de ce que je connais, mais quand je vois mes ados qui sont, je dis mes ados comme si c'était mes enfants, mais enfin c'est un peu le cas, quand je vois mes ados qui sont continuellement sur leurs écrans et quand je vois le contenu des écrans et le contenu de ce qu'ils regardent, quand je vois les échanges, la violence des échanges sur les réseaux sociaux, quand je vois que nous vivons dans une société complètement incapable de nuances, incapable de communiquer. Je veux dire, le moindre... regardez la société clivée dans laquelle on vit. Vous vous dites que derrière, le respect envers, par exemple, ceux qui travaillent dans le périscolaire est donc difficile à obtenir, puisque... Tout serait à revoir. Pardon, peut-être juste rajouter le fait qu'il faut aussi considérer que nous sommes tous une équipe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le périscolaire d'un côté, l'école de l'autre, la mairie encore de l'autre, parfois des associations, et puis les parents. Et puis tout ce petit monde agit de façon indépendante, en satellite. Non, on peut aussi considérer qu'on est une équipe au service des enfants pour les accompagner au mieux et repenser un peu notre rapport aussi à toutes ces institutions et comment elles peuvent fonctionner ensemble. Et mieux fonctionner ensemble. Oui. Anne, une réaction, pardon. Oui, en fait, sur la rémunération, en fait, je suis alignée à titre personnel et dans le collectif, évidemment, avec tout ce qui vient d'être dit. J'apporterai quand même une petite contradiction. C'est que je voudrais rebondir sur un mot qui a été prononcé, c'est quand on choisit de s'occuper d'enfants, on doit être irréprochable et nanana. La plupart des animateurs et des animatrices qui sont vacataires, c'est-à-dire pas ceux qui justement ont peut-être eu une vocation il y a longtemps et qui font de l'animation un métier dans leur tête, tous les autres pour qui il s'agit plutôt d'un job et qui vont, pour une raison finalement assez inconnue, plutôt choisir ça que d'aller travailler dans un fast-food, ces gens-là n'ont pas choisi de s'occuper des enfants. Ils le font et on a des profils dont on voit qu'ils y vont, donc pas pour la rémunération, pas pour la formation, pas parce qu'ils adorent les enfants, il y en a, et il faut leur reconnaître des compétences assez naturelles parfois qu'ils ont, mais d'autres, comme ça a été dit, n'en ont pas du tout. Et donc la problématique pour nous qui arrivons généralement en bout de course, c'est-à-dire dans un moment d'urgence, et encore une fois, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit sur la révolution nécessaire pour redonner à l'enfant, l'enfant est un sujet de droit, donc voilà, qui ne sont pas respectés en France, et ça on pourrait, j'ai l'impression, en parler des heures. Mais en tout cas, nous, on arrive généralement à des situations d'urgence quand on nous envoie des témoignages, et là, en fait, on n'a pas le temps de former, nous, ce qu'on voudrait déjà, c'est qu'au moins quand il y a une alerte, elle soit entendue, que le principe de précaution soit immédiatement appliqué, ce n'est pas toujours le cas. Nous, on a des affaires là, et des récentes en plus, qui surviennent, où soudain, il y a des dizaines d'enfants qui ont été abusés, alors que des alertes avaient déjà été transmises, et parce qu'il faut bien se dire que quand un enfant parle dans une école, nécessairement, c'est plein d'enfants qui sont potentiellement victimes. Et donc, on voudrait simplement qu'au moins, à minima, évidemment, on voudrait plus, mais à minima, quand il y a une alerte, quand il se passe quelque chose, quand les parents sont enfin au courant, les réactions soient à la hauteur, on arrête, on coupe on arrête l'hémorragie, l'animateur ou l'animatrice est immédiatement suspendu, on nous dit que c'est le cas, on a constaté que c'était pas toujours le cas, et parfois les parents se heurtent à des mairies qui sont extrêmement récalcitrantes à agir tout simplement dans l'intérêt de l'enfant. Je voudrais juste vous répondre, puisque vous avez rebondi sur ce que j'ai dit. Moi, vraiment, il me semble, mais c'est une conviction personnelle, que quand on s'engage à travailler avec des enfants, si on n'a pas l'amour des enfants, on va forcément dans le mur. Et d'expérience, tous les professeurs qui n'aiment pas les enfants
leur font du mal et se font du mal à eux, parce qu'évidemment, ça ne se passe pas bien. Et après, évidemment, ils se font bordéliser, entre guillemets. Et puis, le pas de vague fait que, de toute façon, ils ne sont pas soutenus. Enfin bon, et tout ça est un cercle vicieux. Mais il me semble que si, au début si on n'a pas... Je ne parle même pas de vocation. Évidemment, l'idéal, c'est d'avoir la vocation. Mais en tout cas, si on n'aime pas les enfants, mais que va-t-on faire dans ces métiers-là? Parce que vous savez, dans tous les métiers, il y a des bons et puis il y a des mauvais. Mais là, les conséquences sont énormes. Et quand on travaille avec des enfants, c'est pas rien. Enfin, quand on fait mal son métier, je sais pas, j'imagine que quand on est journaliste et qu'on fait pas bien son métier, bon, ça a des conséquences aussi, mais enfin, ma foi, les gens après peuvent faire le tri des informations qui sont bonnes, qui sont pas bonnes. Un enfant est une victime directe. Mais là, c'est... Mais ce qu'expliquait Anne, j'imagine, c'est que pour certains, c'est un job alimentaire. C'est une manière de gagner sa vie pour certains de compléter d'autres jobs alimentaires eux-mêmes. Vous voyez, ça ne devrait pas l'être, c'est pas n'importe quoi. Et donc ça rejoint la question de la formation, peut-être aussi de la sélection, et donc derrière, encore une fois, d'être de plus en plus vigilant. Il faut être vigilant. Après, on peut... Je comprends ce que vous dites. On ne peut pas faire reposer sur des responsabilités individuelles et sur le fait qu'une personne va être ou pas... mal intentionnée. Oui, ou aura vraiment la vocation ou pas de faire les choses. En revanche, il faut qu'il y ait des mécanismes collectifs qui s'assurent de mettre en place les garde-fous pour que s'il y a des responsabilités individuelles qui ne sont pas présentes, eh bien, le collectif prend le relais. Parce que l'individu, on n'arrivera pas à s'assurer que 0%, on ne peut pas être infaillible. C'est impossible. Il y a une autre réalité aussi, on le disait tout à l'heure, pour beaucoup de familles, le périscolaire n'est pas forcément un choix, c'est une obligation par rapport à leur organisation du quotidien. D'ailleurs, on le voit dans la satisfaction liée au périscolaire. Je trouve les chiffres assez intéressants. 31% d'avis très satisfaits, 42% d'avis assez satisfaits, 9% seulement de gens qui se disent pas du tout satisfaits. Pour les centres de loisirs, on est dans des proportions à peu près similaires. On a l'impression qu'il y a une forme aussi de renoncement de certaines familles qui se disent j'ai pas le choix. Oui, ce n'est pas formidable comme accompagnement. Oui, mon enfant n'a pas l'air plus épanoui que ça d'y aller. Mais bon, je n'ai pas le choix, je n'ai pas de solution de garde. Est-ce que c'est vrai aussi, cette réalité? C'est un peu comme l'école. Hein. L'école, c'est devenu une garderie. Hein. C'est horrible à dire, mais c'est ça. Et pourtant, est-ce qu'on peut en être satisfait? Vraiment, si on creuse. Donc on retrouve ces logiques-là dans le périscolaire. Après, il faut quand même redire qu'il y a des centres périscolaires qui fonctionnent très bien. Il faut quand même le redire, parce qu'on dit beaucoup de choses très négatives, mais il y en a qui fonctionnent extrêmement bien, avec des directions qui sont extrêmement motivées, qui fonctionnent très bien avec les écoles, où il y a une vraie envie d'impliquer les parents. Et je pense qu'il faut aussi peut-être s'appuyer davantage sur ces modèles-là pour essayer de les dupliquer. Il y a aussi la question des moyens des mairies, parce que les mairies, en fait, alors, il faut rappeler que ce n'est pas obligatoire pour elles d'instaurer le périscolaire, mais si elles le font, c'est aussi pour satisfaire leurs administrés. Bien sûr. Et donc, elles le font avec plus ou moins de conviction en termes de pédagogie, de capacité, mais aussi de moyens. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas les moyens et que vous vous sentez obligé de faire quelque chose, vous essayez de le faire au mieux, mais vous savez car vous devez arbitrer. Donc, à un moment donné, oui, ce n'est pas forcément 100% satisfaisant. Après, on interroge les parents, mais on revient aussi à une question qu'on a abordée tout à l'heure. Finalement, il pourrait y avoir un petit peu plus de communication entre les personnels des centres aérés, du périscolaire, même de l'école, pour et des sur parents, cette logique d'équipe pour comprendre, parce que les parents disent « je ne suis pas satisfait », mais en fait, est-ce qu'ils savent précisément comment les choses se passent? Est-ce qu'ils savent ce que Donc font... plus de transparence, on parlait de transparence. Quand vous parlez de petite enfance, les petits-enfants, ils rentrent chez eux, on leur pose la question, pour ceux qui ont eu des enfants, qu'est-ce que tu as fait? Rien. Bah si, il a fait quelque chose ou elle a fait quelque chose, mais il n'y a pas forcément la capacité de le raconter, d'expliquer précisément. Donc cette communication, elle est majeure. Cette communication, elle est majeure. Et peut-être aussi cette nécessité de remettre un peu de confiance et de lien entre toutes ces institutions. Justement, sur ce sujet, Anne, et notamment sur le périscolaire, j'aimerais attirer votre attention sur l'ouverture par l'Inspection générale de la ville d'une enquête administrative sur les violences sexistes et sexuelles sur le système périscolaire parisien. Qu'est-ce que vous en attendez ? Alors, nous, on en parle depuis très longtemps. On voulait que chaque
chaque personnel soit formé. Apparemment, c'est en cours. Nous, notre problématique par rapport à ça, encore une fois, c'est la chaîne de remontée. Tout ce qui peut être fait en amont pour éviter les problèmes, on est évidemment pour. Ça fait des années qu'on le demande. Notre problématique aujourd'hui avec le collectif SOS Périscolaire, c'est SOS, c'est quand ça se passe, il faut que ce soit reconnu. Donc, toutes les enquêtes sont bonnes à prendre, tout ce qui peut aider à la formation et à la sensibilisation, c'est bon à prendre. Mais encore une fois, nous sommes également déçus du système parce que quand ça arrive, nous ne pouvons que constater, nous aimerions que ce ne soit plus le cas, qu'en fait, ce qui devrait être fait n'est pas fait. J'ai vu que vous vouliez réagir en 30 secondes. Oui, en 30 secondes. Il y a un rapport parlementaire qui est sorti sur les violences dans les établissements scolaires, qui a été sorti juste avant l'été et qui devrait faire l'objet d'un certain nombre de propositions de loi à la rentrée. On va suivre ça aussi très sérieusement. Mais cette réflexion, il faut qu'elle soit plus large. Là, c'est les établissements scolaires. Il faut l'élargir finalement à la société de façon globale et au périscolaire aussi. Et on aura l'occasion évidemment de continuer à en discuter dans cette émission. Merci beaucoup Joëlle Sicamois, merci à vous Cécile Chabot d'être venue en plateau et merci à Anne pour votre présence en visio. Et on passe maintenant à l'entretien culture. Le théâtre du Ranelagh fait office de sanctuaire des arts au travers des siècles, un héritage que le théâtre perpétue aujourd'hui au travers d'une programmation qui met en lumière la richesse du passé artistique et l'originalité de créations contemporaines. 500 levées de rideaux par saison et l'occasion de parler de cette très belle programmation avec Bénédicte Dubois. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directrice du théâtre du Ranelagh. Un mot peut-être de l'âme de ce lieu, anciennement château de Boulainvilliers où Rameau et Voltaire s'y rencontraient, salon de musique, puis lieu public en 1930. Il accueille aussi bien Marcel Carné que Paul Claudel, puis des hommes comme Coluche. Encore une fois, on voit cet éclectisme finalement dans la manière de concevoir la dimension artistique. Cet héritage, vous avez eu à cœur de continuer à le faire vivre? Oui, exactement. On a l'habitude de dire que le Ranelagh vit en ce moment sa 3e vie. La précédente, c'était un haut lieu du cinéma d'art et d'essai entre 1930 et 1980. Et avant, c'était la maison d'un couple, Alice et Louis Morse, qui avait une maison dingue avec ce salon de musique, avec 21 caissons sculptés. Enfin, c'était splendide. Donc, effectivement, il y a une âme. C'est indéniable. À chaque fois qu'on rentre dans cette salle, on a une chance inouïe. Ça passe les années. On a fêté les 130 ans au mois de mai dernière. On était hyper émus avec Benjamin Dumas, avec qui je co-dirige le Ranelagh. C'est vraiment un lieu mythique, ouais. Un lieu mythique qui a toujours finalement aussi eu pour volonté de valoriser des classiques intemporels. Exactement. Et en même temps de proposer des créations contemporaines originales. Et c'est cet équilibre que vous travaillez pour chaque programmation et là, chaque levée de rideau. Exactement. Et on a envie de revitaliser les classiques. On a un amour des textes. Faut dire que c'est quand même bien écrit quand on joue du Rostand, du Molière. Donc, et puis on a des compagnies qui mettent en scène avec beaucoup de générosité ces textes. Donc, quand on travaille avec Jean-Philippe Daguerre, Charlotte Mazenève, quand on travaille avec Ronan Rivière, quand on travaille avec les compagnies d'Anthony Magnier. Vous êtes sûr de faire honneur aux grands classiques. Voilà. Et puis, on découvre aussi à Avignon des nouvelles compagnies. Là, on accueille la compagnie Grand Tigre à la rentrée avec une trilogie autour de Tchekhov, Shakespeare et Molière. Donc, voilà, on tient ce cap d'avoir des classiques qui sont accessible de 7 à 97 ans. Et puis, ça fait presque 15 ans qu'on a un tout petit prix. Donc, on a un prix moyen autour de 20 €. C'est vraiment... Et pour redécouvrir des chefs-d'œuvre, parmi lesquels Molière en Majesté, L'Avare, Le Médecin malgré lui. C'est vrai que c'est aussi des classiques dont il est impossible de se lasser, qu'on peut, pour certains, découvrir, pour d'autres, redécouvrir. Et finalement, c'est aussi des choses qu'on peut aller voir en famille. En famille. Molière se découvre facilement en famille avec des enfants. On a aussi 18 000 élèves qui viennent sur le temps scolaire avec leurs professeurs pendant la saison. Et puis Le Médecin malgré lui, vous commencez à 7 ans. Stéphane Dauch, il fait un Ganarelle qui est extraordinaire. Ça dure 1h20. Charlotte Mazenève, elle l'a monté de façon très dynamique. Voilà. Il y a beaucoup de musique, de danse. Oui, parce qu'on pense à ceux qui nous écoutent, qui ont des enfants et qui se disent « Oui, non, mais moi, si j'emmène mon enfant au théâtre, voir Molière, il va me faire une vie. » Mais on se trompe aussi sur ces grands classiques. C'est vraiment une idée reçue. C'est pour ça que je me dis, c'est vraiment des idées reçues. C'est drôle, c'est dynamique, c'est pas cher. Vous passez tous un bon moment, c'est-à-dire 1h20.
Et puis vous vous cultivez en même temps, c'est sûr. Alors vous vous lancez des challenges puisque vous faites jouer une des pièces qui est les plus montées au monde. Je pense bien sûr au mariage de Figaro. Est-ce que c'est difficile quand même de toujours se réinventer, de trouver les bonnes idées, la bonne troupe? Là, je crois que vous avez choisi les Nomadesques. C'est les Nomadesques, oui. Parce qu'on ne peut pas se tromper aussi sur des grands classiques comme ça. C'est ce qui est peut-être exigeant. Après, Vincent Carr, qui est donc le metteur en scène de ce spectacle, il a pris un parti pris très net, c'est de tirer le Beaumarchais vers le vaudeville et de se centrer sur vraiment la relation du maître et du valet et puis des femmes. Donc, comme il a pris ces deux partis pris de mise en scène, il a malheureusement gommé certains aspects plus de plaidoyer politique. Voilà, c'est un choix et il tient 1h35 et Gaël Collin, qui est son Figaro, il est top aussi. Voilà. Alors, parmi les grands classiques, Cyrano, Dorian Gray et bien sûr le Cid. Alors là, on est clairement dans le cap et l'épée, amour, honneur, dilemme. Tous les ingrédients sont réunis pour que ça fonctionne. Là aussi, il y a cette notion très intemporelle, finalement. Oui, oui, oui. Je suis assez étonnée parce que je trouve que dans toutes les pièces que vous venez de citer, ça fait partie des thèmes qui, d'après moi, seraient peut-être les moins intemporels. Mais si, ouais, l'honneur, ça parle encore pas mal aux jeunes, c'est vrai. Disons qu'on peut se l'approprier aussi de manière très personnelle, très intime. Oui, jusqu'à quel point on est prêt d'aller pour vivre son amour, c'est sûr. Et puis dans cette mise en scène, là encore, il y a beaucoup d'escrime scénique avec Christophe Mie qui chorégraphie des combats. Donc c'est très, très vivant. Et on a toujours de la musique en live jouée par ça, c'est magnifique, Tonio c'est une vraie Mathias. force. Ouais, il y a une atmosphère très hispanique, c'est très chouette. Alors, parmi les soirées que vous allez organiser cette année, vous en consacrez une à Molière, que vous qualifiez de... En fait, c'est un acronyme. Mélo oratoire, librement inspiré d'errance dans le répertoire de l'éponyme. Ah, vous êtes bien. C'est absolument magnifique. Voilà. Alors là, l'idée, c'est quoi? À quoi le public doit s'attendre, finalement? Oui, ça fait partie de la nouvelle compagnie avec laquelle on va travailler, là, qui s'appelle Grand Tigre. Donc Shakespeare et Tchekhov également, c'est ça? Exactement. C'est cette trilogie, donc une semaine sur 3, on alterne. Et vous allez donc à la fin de chacun des 3 spectacles connaître les grandes lignes de la vie de ces 3 auteurs grâce au même subterfuge, c'est-à-dire que vous allez entendre le texte de ces 3 auteurs joué par 3 comédiens qui, tour à tour, jouent différents personnages. Bon, évidemment, il y a aussi de l'écriture contemporaine d'Étienne Lumeau. On ne peut pas faire 1h30 de spectacle avec que des extraits différents. Mais c'est l'idée. Mais c'est l'idée. Et du coup, voilà, vous avez un spectacle biographique. C'est le meilleur de Molière? Pardon? C'est le meilleur de Molière? Voilà, vous avez une quinzaine d'extraits différents et puis vous traversez toute sa vie et donc c'est très drôle. Surtout le Molière, c'est très, très, très drôle. Et je vous propose qu'on regarde la bande-annonce ensemble, histoire de découvrir aussi ce format génial que vous avez inventé et que vous proposez au Théâtre du Ranelagh pour cette saison. Et les gars, j'ai trouvé un autre fait. Molière. Je ne veux pas devenir tapissier, je veux faire du théâtre, le médecin malgré lui. Quoi? Vous m'opposerez en vain de belles raisons, acte 3. Si. C'est une chose où je suis déterminé, scène 6. Est-ce là le fruit de mes soins? Le respect qui m'est dû, le respect que tu me conseilles. Non. Je pars en tournée dans toute la France. Et voilà, avec le mélange charismatique, Molière qui quitte Paris avec ce qui reste de sa troupe, un Molière qui a l'air en bonne forme. Oui! Allez, bravo! Allez, je vous prends sous ma protection, vous et toute votre troupe. Moi, Armand de Bourbon, prince de Conti. Je suis vraiment trop fan de vous. Paris, repoudre-toi. Ton miroir est là. Le centre du bon goût, du bel esprit et de la galanterie. Pour moi, je tiens que hors de Paris, il n'y a point de salut pour les honnêtes gens. Vociférateur! Acteur! Oh mon Dieu, je vous prie. Avant que de parler, prenez donc ce mouchoir. Comment? Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Qu'est-ce que vous dites de cette entrée? Stylé, non? Majestueux, majesté. Majestueux, majesté. Ah, vous êtes drôle. Ah, je suis content de vous voir. On parle beaucoup de vous à la cour, hein. Tribon, Marron, le médecin malgré lui, acteur à scène 1. Voleur! Ok, on va faire une petite pause, là.
Alors on a bien fait de regarder la bande-annonce parce que c'est Molière, mais comme on ne l'attend pas aussi, on voit qu'il y a beaucoup d'humour, on joue beaucoup avec cette mise en scène qui est minimale et c'est là où on prend beaucoup de plaisir aussi quand on est à la place du public parce qu'on s'amuse beaucoup et puis on se nourrit de ce dynamisme et de cette énergie incroyable sur scène. Vous allez aussi consacrer une soirée à Marius et donc à la gloire de Pagnol. Pourquoi ce choix? Parce que tous les textes. Oui, Jean-Philippe Daguerre avait très envie de monter Pagnol. C'est un de ses anniversaires, là. Donc c'est une belle langue. Ça chante. Oui, mais pas trop, mais il l'a quand même fait. Et ils ont pris le parti de garder un petit accent quand même. Et c'est très moderne dans aussi le poids de la famille, sur le couple, sur le destin d'un homme qui a envie d'accomplir son rêve. Marius, il a envie de vraiment vivre sa vie et c'est très, très contemporain. Ouais. Il y a cette soif, en effet, de vie, de liberté. J'aimerais qu'on dise un mot des jeunes publics et le cas délicat de Boucle d'Or. Alors ça, j'adore. C'est un procès à hauteur d'enfant. Et ce qui est génial, c'est qu'on questionne finalement un peu tout, jusqu'à est-ce que vraiment ces boucles sont d'or ou sont-elles de fausses boucles d'or. C'est l'occasion aussi de parler d'une enfance qui peut être destructrice, de trouver sa place quand on est enfant et quand on grandit. Et je trouve ça génial de l'avoir travaillé sous forme d'un procès. Oui, la comédienne, elle est brillante. Elle le fait aussi en anglais. Elle a vraiment. Ah oui, d'accord. Là, c'est un talent. Bis. Exactement. Et je rebondis sur votre thème de trouver sa place en tant qu'enfant. C'est un thème qu'on a aussi dans notre programmation cette année avec l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Et je trouve que c'est très, très important. Et moi, en tant que parent, c'est vraiment le message que j'ai envie de donner à mes enfants, c'est testez, épanouissez-vous au maximum pour sentir là où vous vous sentez bien et trouver sa place. C'est le travail d'une vie. Et voilà, et le théâtre, ça peut exactement aider. Donc de montrer ça, je trouve que c'est chouette. Vous êtes fiers de proposer une programmation aussi qui est destinée à ces jeunes publics, puisqu'on a dit tout à l'heure que c'était des représentations pour lesquelles on pouvait se rendre en famille, évidemment. Mais là, c'est à destination du jeune public, c'est construit pour eux. C'est construit pour eux. Puis oui, encore une fois, avec Benjamin Dumas, on a vraiment envie de montrer à nos spectateurs de demain, d'aujourd'hui, que le théâtre, ça fait 2000 ans que ça dure et on espère que ça durera pour toujours, quoi. Oui, on dit un mot aussi de ce ciné-concert consacré à Laurel et Hardy, entre rire et nostalgie. On connaît finalement le principe du ciné-concert. Ça va être ce sur quoi ce à quoi on s'attend, pardon. Exactement. Ouais. Nous, on le fait juste au piano. D'accord. Avec Thomas Février. Thomas Février, toujours, exactement. Et Benjamin Dumas qui sélectionne qu'un gros cinéphile. Gros cinéphile. Et donc, qui a concocté cette sélection. Exactement. Des courts, des longs métrages. Ça dure 1 heure. Ça, c'est le deal de départ. Parce que pour Thomas, il tient quand même pendant 1 heure. Mais ça a 100 ans et c'est des gags. Là encore, on est assuré de se ça bidonner. Je pensais à Molière tout à l'heure, mais là, c'est vrai que ça fonctionne à tous les coups. Et une catégorie exceptionnelle avec le chef-d'œuvre de Jack London, Martin Eden, L'écueil d'un rêve. Et là, c'est un seul en scène. Oui, exactement. Vous avez super bien balayé la prog. Oui, l'idée, c'était de pouvoir présenter, en effet, toute la programmation du Radlac pour un public qui, on le sait, est souvent au rendez-vous. On a envie le dimanche soir, à 20h, avec ces spectacles, de laisser à des plus petites compagnies 400 dates pour se lancer. C'est vraiment pour nous un tremplin, toujours sur des sujets historiques, des sujets aussi musicaux. Enfin voilà, ça nous tient à cœur d'ouvrir cette scène. Et je trouve que le seul en scène a le vent en poupe particulièrement. On l'a vu aussi pendant la cérémonie de remise des Molières. Il y a eu des seuls en scène qui ont été récompensés. C'est une catégorie à part entière. C'est intéressant aussi pour le public. Oui. Là où je trouve ça futé, c'est quand ça demande beaucoup d'ingéniosité et puis ça fait aussi travailler beaucoup les imaginaires des spectateurs. Donc je trouve c'est chouette de vraiment faire se rencontrer la salle, la scène, qui est un vrai échange. Ça permet de casser un peu plus aussi ce 4e mur. Exactement, moi je trouve aussi parfois. Encore une fois, ça dépend de l'écriture, de la mise en scène et puis de nos sensibilités personnelles. Oui. Mais de quoi est-ce que vous avez le plus hâte pour cette saison à venir, si vous devez choisir une représentation, un spectacle parmi ceux ou une soirée? J'ai 2 chouchous. C'est quand même Le Grenier de Babouchka, la compagnie d'Aguerre Maznev. J'aimerais vraiment que Marius, ça marche bien. Ok. Et puis nos petits nouveaux, Grand Tigre. J'aimerais vraiment que ça marche bien. Que vous avez déniché donc au Festival d'Avignon. Exactement, au Théâtre des Lucioles, que Benjamin Dumas
co-dirige. Voilà. Ben, on a hâte de découvrir nous aussi, et je sais que le public qui nous écoute et qui nous regarde est friand de ces propositions, donc on a hâte de découvrir cette programmation au Théâtre du Ranelagh. Merci beaucoup d'être venu nous la présenter à partir du 11 septembre. Un grand merci et à très bientôt. Merci. Et on passe tout de suite à la conso. Merci beaucoup. Qui rythme la fin des vacances estivales. L'un d'eux règne en majesté, l'achat des fournitures scolaires. Impossible d'y couper, rite incontournable qui coûte souvent cher aux familles, aux parents. On va en parler avec Noé Baudouin. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes chargé d'études à l'Observatoire de la consommation de l'UFC Que Choisir. C'est vrai que c'est un peu le rituel de la rentrée d'acheter des fournitures scolaires et ça tombe juste après une autre période d'importantes dépenses, les vacances estivales évidemment qui se terminent. Est-ce que c'est un moment globalement serré pour le porte-monnaie des Français ? Oui, il faut bien voir que les fournitures de rentrée scolaire, c'est un budget qui peut être très important, surtout sur des familles où il y a plusieurs enfants. Donc le moment où on va aller faire ses courses, c'est un moment où on va dépenser beaucoup d'argent. Suite, comme vous l'avez dit, à des vacances d'été, on a déjà dépensé. Donc effectivement, les gens, il faut assez attention. Vous avez comparé les évolutions de prix sur 118 fournitures entre juillet 2024 et juillet 2025, donc sur un an, en constatant globalement une hausse des prix de 2%. Ça correspond plus ou moins à l'inflation. En fait, ça nous dit que sur certaines fournitures, ça a beaucoup augmenté. Sur d'autres, ça a un petit peu baissé. Globalement, ça se stabilise avec une légère hausse ? C'est ça, c'est vraiment une très légère hausse. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en 2022 et 2023, on avait eu deux fortes hausses de 10% chaque année. D'accord. Et depuis, en fait, on est sur une relative stabilité avec une très légère baisse de moins 1% en 2024. Là, ça repart très légèrement à la hausse cette année. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, les fournitures scolaires restent à un prix très élevé. Si vous les comparez à ce que vous payiez en 2022, par exemple, ça va être 20% plus cher. Donc, c'est vraiment, quand on regarde sur le temps long, il y a quand même des prix qui ont nettement augmenté, même si cette année, sur un an, la hausse est contenue. Donc là, on est sur des fluctuations normales, mais ce que vous nous expliquez, c'est qu'il y a eu finalement une inflation sur ces produits et sur ces fournitures scolaires. Comment est-ce qu'on l'explique ? C'est le prix des matières premières, notamment, j'imagine, le prix du papier, peut-être aussi les conséquences de la guerre en Ukraine ? C'est ça. Les hausses de 2022 et 2023 sont vraiment dues à la flambée des matières premières. Vous en avez parlé, la pâte à papier avait très fortement augmenté à ce moment-là. Donc on peut comprendre que ça se répercute forcément dans les coûts. Ça se voyait d'ailleurs quand on regardait le détail des fournitures. Celles qui avaient le plus augmenté, c'était vraiment les feuilles, les cahiers. Donc c'est la base de papier. C'est ça. En revanche, ce qu'on note quand même, c'est que depuis, ces matières premières ont baissé, sont revenues à un niveau quand même assez proche de ce qu'elles étaient avant. Et la baisse, elle, en revanche, dans les rayons, on ne l'a pas vue. D'accord. Donc, ce qu'on constate, c'est voilà, quand il y a des matières premières qui augmentent, on le voit en rayon. En revanche, quand ces matières premières retrouvent un cours plus normal, quand la crise est finie, bah là, en rayon, ça ne se voit pas vraiment et on reste sur des prix élevés. Dans l'étude que vous avez menée, vous avez aussi précisé quelque chose d'intéressant. C'est un marché qui est relativement peu dynamique et donc pas forcément sujet aux promos non plus. D'ailleurs, j'allais vous poser une question subsidiaire sur est-ce qu'il ne faut pas acheter les fournitures scolaires de nos enfants à un tout autre moment de l'année ? Non, en vérité, il y a quand même des promos pendant l'été. Parce que si on regarde l'ensemble, l'été est quand même la période où ils sont le moins chers parce que comme c'est ça paraît paradoxal. Mais parce qu'en fait, c'est comme vous avez fait un gros achat qui va être très important, les magasins ont vraiment envie de vous attirer dans chez eux. Oui, c'est ça. Surtout qu'en plus, la concurrence est plus importante parce que pour vos courses du quotidien, si vous deviez aller chaque semaine, vous ne pouvez pas aller à un magasin qui est à 10 km de chez vous. En revanche, là, une fois dans l'année, vous pouvez aller un peu plus loin en vous disant « Ah, si c'est moins cher, donc il faut être un peu plus attractif. » Voilà, donc il y a quand même de la concurrence. En revanche, c'est vrai que le marché n'est pas très dynamique. Il y a une raison structurelle, c'est qu'en fait, il y a moins d'enfants par femme et donc il y a moins d'élèves dans les écoles. Il y a de moins en moins d'élèves en primaire. Et donc un marché qui se contracte. Voilà, donc moins d'achats. Et ça, en revanche, c'est une des raisons qui peut expliquer pourquoi on ne répercute pas la baisse du prix des matières premières. Parce que comme du coup, ils vendent moins, ils ont envie de faire un peu plus de marge pour compenser. C'est ça. Est-ce qu'on paye aussi, est-ce que les parents qui nous écoutent payent aussi le marketing qui souvent est lié évidemment à ces fournitures scolaires, les figurines, les stars des enfants? Est-ce que finalement, c'est ça qui coûte très cher plus que finalement les fournitures scolaires de base, celles qui sont effectivement demandées dans cette fameuse liste scolaire? Ouais. Ça, c'est vrai que ça coûte très cher. Si vous allez sur des produits avec le super-héros, la princesse, la voiture, enfin, c'est vraiment là, tout de suite, ça flambe. Oui, l'écart de prix est très important. Il y a vraiment, parce qu'il y a des premiers prix qui peuvent être vraiment pas très chers, notamment sur des choses assez simples, des cahiers, des feuilles. Si vous prenez le même cahier surtout si c'est la référence à la mode, ils vont faire gonfler les prix. Vous allez payer beaucoup plus cher. Donc oui, il y a un vrai écart. Après, il y a quand même des choses qui coûtent cher en soi. Par exemple, je pense au matériel scientifique. Quand on arrive au collège ou au lycée, il y a des calculatrices spécifiques qui peuvent coûter cher. Le sac à dos aussi, c'est quelque chose qui coûte assez cher. Vous n'êtes pas obligé de les racheter chaque année.
il y a quand même des objets qui, en soi, valent assez cher, quelle que soit la marque. Globalement, est-ce que c'est plus cher d'acheter ces fournitures scolaires en Ile-de-France que sur le reste du territoire? On sait que globalement à Paris, on en avait parlé pour les courses du quotidien, c'est plus cher, c'est une réalité. Est-ce que c'est vrai aussi sur les fournitures scolaires? Oui, malheureusement pour les Franciliens, sur les fournitures scolaires comme pour le reste des achats en supermarché, ça va être un peu plus cher. C'est pas forcément le produit, il y a le plus de différence, parce que c'est vrai que c'est un achat qui est fait au niveau national longtemps à l'avance. Par exemple, sur des denrées alimentaires comme les fruits et légumes, il peut y avoir plus de différence, mais ils seront quand même un peu plus chers. Donc en Ile-de-France et tout particulièrement dans Paris, la Petite Couronne. Si vous faites vos courses de fournitures scolaires dans un magasin de centre-ville à Paris, vous allez payer clairement beaucoup plus cher que dans un hyper loin de la capitale. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui du prix, du montant, du panier moyen de fournitures scolaires pour un enfant? C'est assez dur à estimer parce que ça varie beaucoup selon l'âge de l'enfant. Oui. Il y a eu des chiffres mais qui datent un peu et comme on a eu beaucoup d'inflation. Mais si on peut donner un ordre de grandeur, c'est à peu près autour de 200 € par enfant. Ça va être un peu plus au lycée, un peu moins à l'école primaire, mais voilà, c'est cet ordre de grandeur. Imaginez une famille avec 3 enfants, quand vous allez faire vos courses, et là on parle que des fournitures scolaires, parce qu'à la rentrée il y a plein d'autres dépenses, mais juste pour les fournitures scolaires, si vous avez 3 enfants, vous pouvez vous retrouver à dépenser 600 € là d'un coup. Donc c'est vraiment un achat qui pèse lourd et comme on l'a dit, qui arrive après les vacances, on a déjà beaucoup dépensé. Avec des écoles qui imposent certains achats, évidemment, en plus aux familles. Oui, c'est ça. Et des fois, il y a des listes. On a tous eu des professeurs qui ont des fois des listes très précises. À rallonge. Voilà. Après, nous, le conseil qu'on donne, c'est quand même de pas... Certains parents, du coup, attendent le mois de septembre. Pour savoir ce qui va être effectivement nécessaire. Pour savoir exactement, avoir toutes les listes détaillées. Mais le problème, c'est que nous, ce qu'on constate dans nos relevés de prix, c'est ça. C'est qu'en fait, ça baisse progressivement pendant l'été parce qu'il y a des propositions qui se mettent en place. D'accord. En août, c'est là où c'est le moins cher. En revanche, dès début septembre, ça augmente très fortement. Donc, ce n'est pas nécessairement la bonne stratégie. Non, c'est ça. Vous allez payer en moyenne 10% plus cher si vous faites vos courses mi-septembre plutôt que fin août. Donc, en seulement 2 semaines, 10%. Et comme on a parlé des montants quand même très importants, 10% sur ces gros montants, ça peut être très important. Ça peut faire quand même une somme importante. Donc là, on est fin août, c'est le moment d'aller les acheter. N'attendez plus. Et il y a une allocation qui est prévue pour aider les familles. Oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, cette allocation de rentrée scolaire, elle est tombée il n'y a pas très longtemps. Et on le voit, il y a beaucoup de familles qui attendent justement d'avoir reçu cette allocation parce qu'ils en ont besoin en fait pour acheter ces fournitures scolaires. Donc il y a vraiment, tous les professionnels du secteur le disent, ils voient vraiment le moment du versement de l'allocation de rentrée scolaire coïncide avec, dans les jours qui suivent, des achats importants en fournitures scolaires. Des allocations qui ont augmenté dans des proportions qui sont faibles, mais qui ont augmenté pour autant, 423,48 € par enfant âgé de 6 à 10 ans par exemple, contre 416,40 € précédemment. C'est pareil pour les plus âgés, 462 pour les 15 à 18 ans, c'était 454. Donc, il y a une aide supplémentaire du gouvernement qui vient compenser cette inflation? C'est ça, en fait, ça suit les prix. Enfin, c'est comme quand on parle avec l'inflation. Si votre salaire augmente 2%, mais qu'il y a 2% d'inflation, en fait, vous n'allez pas vraiment être augmenté. Là, c'est pareil. Ça a augmenté d'1,7%. On ne gagne pas d'argent sur les fournitures scolaires. C'est ça. Globalement, la revalorisation permet de compenser, en effet, en grande partie, la hausse des prix qu'il y a eu. Mais ça ne va pas faire gagner de l'argent aux familles qui reçoivent cette allocation et qui en ont besoin, parce que ce sont des familles modestes. Vous disiez que certaines familles attendaient le versement de ces allocations. Elles se sont versées quand? La plupart ont été versées, ça arrive autour du 20 août, je crois, entre mi-août et 20 août. D'accord, donc c'est fait pour coïncider avec cette période d'achat des fournitures scolaires. Est-ce qu'il y a des aides indépendantes qui sont proposées, je ne sais pas, par des associations, on l'imagine, peut-être par certains établissements aussi? Ce qui peut se passer, c'est des associations de parents d'élèves dans des établissements qui font des achats groupés. C'est-à-dire qu'ils vont mutualiser les achats au niveau de l'école pour acheter les indispensables. Oui, souvent, c'est vrai que les achats groupés permettent de me négocier, d'avoir des prix plus intéressants. Ça marche bien pour les indispensables. Vous aurez forcément besoin de stylos, de cahiers, de feuilles. Donc si vous les achetez ensemble au niveau de l'école, vous allez pouvoir avoir un prix plus intéressant. Ça évite aussi la tentation du cahier avec, comme on a parlé... Le super-héros ou l'héroïne à la mode. C'est ça qui va coûter cher. Donc là, ça permet d'avoir... En plus, tous les enfants ont les mêmes, plus d'uniformité. C'est l'achat au niveau de l'école. Et oui, souvent, c'est intéressant et ça permet de faire des économies. Donc renseignez-vous, s'il y en a dans votre école, c'est souvent une bonne affaire. Ça, c'est un très bon conseil. Et puis, on note l'autre conseil que vous avez donné. On n'attend pas pour acheter ces fournitures scolaires. C'est en ce moment que c'est le moins cher. Après, on rebasculera sur une période où les prix vont réaugmenter. Vous parliez de 10% d'augmentation tout à l'heure. Merci beaucoup, Noé Baudien, d'être venu nous présenter les résultats de cette étude UFC Que Choisir sur le prix des fournitures scolaires à quelques jours de la rentrée. Un grand merci et à bientôt. Et moi, je vous souhaite une excellente soirée sur le Figaro TV. Et je vous dis bien sûr à demain. Bonne soirée.